Bonjour, nous continuons notre cours que nous avions commencé la semaine dernière. Tous les groupes ne s'étaient pas arrêtés au même point. Donc, je commence le cours, vous avez peut-être déjà fait une partie. Ne recopiez pas de nouveau ce que vous avez déjà fait. Je reprends parce que tous les groupes ne sont pas arrivés au même point. On va commencer par terminer notre partie sur les hormones et sur la puberté. À la naissance, vous savez, les organes sexuels sont formés. Ils ne sont pas encore fonctionnels. Ce sont, euh, ce sont plus tard, lors de la puberté, c'est plus tard lors de la puberté qu'ils acquerront leur fonctionnalité. En revanche, les gonades, donc les testicules pour les mâles et les ovaires pour les femelles, produisent déjà des hormones. Les testicules produisent de la testostérone, les ovaires produisent des oestrogènes et de la progestérone. Ces quantités vont augmenter petit à petit au cours de l'enfance jusqu'à un moment où elles augmentent très vite, autour de 8-9 ans en général. Alors là, vous voyez, on a l'exemple d'une femelle chez qui c'est bien 8-9 ans. Chez le mâle, c'est un petit peu après, parce que c'est un exemple de mâle qui c'est un petit peu après. En général, c'est plutôt vers 8, 9, 10 ans. À ce moment-là, est déclenchée la puberté. Vous voyez que la puberté va continuer tant que le taux d'hormones n'est pas stabilisé, puis dès qu'il est stabilisé, donc ici, chez la femelle, c'est vers 14-15 ans. Chez le mâle, ça arrive un petit peu plus tard. Chez ce mâle-là, précisément, où c'est arrivé plutôt vers 18-19 ans. Mais au moment où le taux d'hormones est stabilisé, la puberté s'arrête. Donc vraiment, ce sont les hormones, chez la femelle, oestrogène, progestérone, chez le mâle, testostérone, qui provoquent la puberté. Donc les hormones sont sécrétées à une quantité de plus en plus importante. Lorsque la production d'hormones atteint un palier, elle déclenche une période de promotion dans l'organisme, c'est la puberté. Et la puberté va correspondre à l'acquisition de la fonctionnalité des organes sexuels, la plupart des caractères sexuels secondaires. Bien, ça signifie quoi la fonctionnalité des organes sexuels concrètement? C'est ce qu'on va voir actuellement. Donc, on va commencer par voir chez le mâle. Chez le mâle, la gonade est ce qu'on appelle la testicule. La testicule, si j'ouvre une testicule, c'est une testicule de souris qui est ouverte, on s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur un tas de tubes fins, des fils, qu'on va appeler des tubes séminifères. Et entre ces tubes, il y a des cellules. Alors si je regarde le microscope un petit peu plus précisément, là c'est chez l'humain, je vois ici mes tubes qui sont constitués ici. Et les parties entre, ce sont des cellules, qu'on appelle les cellules interstitielles ou cellules de Leydig. Les cellules interstitielles sont les cellules qui vont produire l'hormone, la testostérone. Or, la gonade a deux rôles, produire des hormones, grâce aux cellules interstitielles, mais également produire des spermatozoïdes. Et ça, c'est le rôle des tubes séminifères. Si je regarde à une autre image au microscope de testicules, je vois bien mes cellules interstitielles qui sont ici, qui sont des cellules qui produisent la testostérone, et ces grandes structures qui sont les tubes séminifères, et dans les tubes séminifères, on produit les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes passent dans les tubes séminifères, puis lorsqu'il y a éjaculation, le liquide qui contient les spermatozoïdes est éjecté de la testicule par les tubes séminifères, et après va passer dans le canal déférent, dans la prostate, dans l'urètre, pour ressortir lors de l'éjaculation. Donc chez le mâle, les tubes séminifères testicules se mettent à produire spermatozoïdes à la puberté. Les cellules interstitielles continuent à sécréter la testostérone. Elles ont commencé à sécréter la testostérone, on a vu, dès la 8e semaine de grossesse. Le pénis, lui, devient capable d'érection et d'éjaculation. Ça, c'est chez le mâle. Chez le mâle, l'activité est constante, elle ne change pas au cours du temps. C'est pas du tout le cas chez la femelle. Chez la femelle, on a une activité qui est par cycle. Et c'est la puberté va mettre en place l'érection du clitoris, dont on a déjà parlé, mais également va mettre en place le cycle menstruel, qui est un cycle, donc régulièrement, on revient aux mêmes étapes, à la même fonctionnement des organes sexuels. Pour savoir précisément quand est-ce que l'on en est de son cycle, on a choisi comme début du cycle quelque chose qui est visible de l'extérieur, qui sont les règles. Donc le premier jour du cycle, on a choisi que c'était le premier jour des règles. Un cycle dure environ 28 jours. Mais vous savez, hein, ça peut varier beaucoup d'une femelle à une autre. C'est en général entre 21 et 35 jours, autour de 28 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce cycle menstruel? Première chose, on va avoir un changement au niveau de l'utérus. L'utérus a deux parties, j'ai déjà parlé, le myomètre et l'endomètre. Et l'endomètre, lorsqu'on a les règles au début du cycle, va se liquéfier, va devenir liquide et couler. Comme l'endomètre est très riche en sang, vous voyez, hein, ce qu'on voit ici, les traits sont des vaisseaux sanguins.
Comme il est très riche en vaisseaux sanguins et en sang, et ben, le liquide qui coule, qui est dans l'endomètre liquéfié, va être rouge et va ressembler à du sang. Mais ce n'est pas du sang, c'est l'endomètre liquéfié. Ce sont les règles. Et pendant les règles, du coup, on va détruire l'endomètre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une toute petite partie. Puis, à partir du 5e jour environ, l'endomètre va se reconstruire. Il va augmenter en épaisseur. Ce qu'on voit ici, hein, au jour 12, puis au jour 22, vous voyez que ça augmente en épaisseur. Pourquoi? Parce que comme cela, si jamais il y a un embryon qui arrive, à ces eaux-là, l'embryon a un endomètre neuf avec beaucoup de vaisseaux sanguins disponibles et donc va pouvoir rapidement obtenir le sang dont il a besoin. Puis, s'il n'y a pas d'embryon qui s'installe au niveau de l'utérus, l'utérus va recommencer un autre cycle avec les règles, va diminuer en épaisseur et va, grâce aux règles, et après va se reconstruire et on va pouvoir entamer un autre cycle comme ça. C'est ce qui se passe au niveau de l'utérus. Au niveau des ovaires, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Alors, pardon, tout d'abord, on marque pour l'utérus, le cycle menstruel affecte l'utérus et les ovaires. Lors du premier jour du cycle, l'endomètre d'utérus se liquéfie, coule, ce sont les règles. L'endomètre se renouvelle ensuite pour atteindre son épaisseur maximale autour du 21e jour. Au niveau des ovaires, vous avez des structures, qui sont ces structures-là qu'on appelle des follicules. Un follicule constitué de cellules et au milieu, il y a un ovule, qui au départ est petit, qui va grandir. Lors du premier jour du cycle, on va avoir un follicule ovarien et un seul dans chaque ovaire qui grandit. Donc en tout, il y a 2 follicules ovariens qui grandissent par cycle. Il n'y en a que 2, un de chaque côté, un à gauche, un à droite. Ce follicule se développe, grandit. Il va grandir de manière importante et l'ovule au milieu va grandir lui aussi. Ce follicule produit des hormones, notamment les oestrogènes et la progestérone. Au départ, il produit surtout des oestrogènes. Il grandit, l'ovule, qui était représenté ici en bleu, grandit avec lui. À la moitié du cycle, donc si j'ai un cycle de 28 jours, c'est au 14e jour, on va avoir l'ovulation, c'est-à-dire la sortie de l'ovule du follicule. Cet ovule va sortir des ovaires et va aller dans les trompes. Il pourra plus tard être fécondé par un spermatozoïde ou pas. Mon follicule ovarien, à ce moment-là, va se transformer dans autre chose qui s'appelle un corps jaune. Et le corps jaune produit une autre hormone, la progestérone. Ce corps jaune, petit à petit, il diminue. Il va être gros, il va régresser petit à petit, jusqu'au moment où il n'aura plus une taille suffisante pour produire de progestérone. À ce moment-là, j'ai plus assez de progestérone dans l'organisme. La chute de la progestérone provoque les nouvelles règles, donc destruction de l'endomètre et développement d'un autre follicule. Donc, mon follicule grandit pendant la première partie du cycle, il ovule au niveau de la moitié du cycle, et après devient un corps jaune qui régresse. Et au cycle suivant, un autre follicule se développera. Donc à chaque fois, on n'a qu'un seul ovule par ovaire, par cycle, qui se développe et qui est libéré. Donc dans l'ovaire, un seul follicule ovarien se développe à partir du premier jour de cycle. Ce follicule libère son ovule le jour de l'ovulation, 14e jour sur un cycle de 28 jours. Après l'ovulation, le follicule devient un corps jaune qui régresse jusqu'au dernier jour du cycle. Voilà globalement pour la partie puberté et fonctionnement des organes sexuels qui se met à la place à la puberté. Nous partons sur une toute autre partie maintenant, même si ça a un lien. C'est une partie qui va être liée à la sexualité, au plaisir et au fonctionnement du cerveau. Et nous allons d'abord parler sur une première partie sur la sexualité et le comportement sexuel, essayer de comprendre ça. Et nous allons essayer de comprendre ça d'un point de vue de biologiste, hein, donc en regardant des parties de l'organisme et comprendre l'organisme, mais également en tant que sociologue. La sociologie, c'est une science qui utilise des méthodes scientifiques, qui utilise d'ailleurs les résultats de la biologie. En général, les sociologues et les biologistes travaillent ensemble, c'est souvent d'ailleurs les mêmes personnes, et essayer de comprendre le comportement sexuel, notamment chez l'humain. Le comportement sexuel, il comporte 2 parties. On va voir la première aujourd'hui, et la deuxième, ça sera pour plus tard. La première partie, c'est une partie qui est spécifique à l'humain, qui ne se retrouve pas chez d'autres animaux, qui est ce qu'on va appeler l'identité sexuelle. Une identité, c'est quelque chose qui permet de définir quelqu'un, ou quelqu'un ou quelque chose. Donc l'identité d'une personne, c'est tout ce qui permet de le définir. Ça peut être la couleur de ses yeux, ça peut être sa taille, ça peut être ses goûts, ça peut être ses habits, ça peut être la musique qu'il écoute, etc. Bref, tout ça permet de définir une identité.
Ici, on va regarder l'identité d'un point de vue sexuel, c'est-à-dire l'identité qui est tout ce qui est lié à la sexualité et la différence entre mâle et femelle, homme et femme, etc. Premier point qui est le point évident, l'identité sexuelle va se construire avec l'organisme, le corps lui-même. Si j'ai un mâle et une femelle, mâle comme ma femelle vont être différents l'un de l'autre. Il va y avoir des choses qui diffèrent. Et donc chacun d'entre nous, nous avons un corps qui est différent, qui est globalement mâle ou femelle. C'est une première partie de l'identité sexuelle, c'est ce que l'on va parler le sexe biologique. Le sexe biologique, c'est uniquement le phénotype sexuel. En gros, je me mets tout nu, je me regarde dans la glace, je sais si je suis un mâle ou une femelle. Attention, on en a déjà parlé et je vais en reparler après. Même si c'est très rare, il existe quelques personnes qui ont des caractéristiques un peu différentes et qu'on appelle intersexes. Parfois, l'intersexualité est très marquée avec les deux organes génitaux qui peuvent être présents. Parfois, c'est très léger, on ne le remarquera pas, mais il n'empêche que il n'y a pas 100% d'individus qui sont soit mâles, soit femelles. Il existe quelques cas rares, mais qui existent, d'intersexualité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni totalement un mâle, ni totalement une femelle. Donc, le phénotype sexuel d'un individu définit son sexe biologique. Un être humain est un mâle ou une femelle. Ça, c'est le sexe biologique. Mais il y a d'autres parties de l'identité sexuelle. Et notamment, il y a le sexe psychologique. Le sexe psychologique, c'est la manière dont la personne elle-même, dans sa tête, se conçoit. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à son sexe biologique. Là, on va parler d'hommes et de femmes. Ce n'est pas la même chose que mâle et femelle. Je peux penser dans ma tête que je suis un homme. Je peux me sentir dans ma tête une femme. Et ça ne dépend pas du fait que je sois un mâle ou une femelle. Je peux être un mâle qui se sent homme, ou je peux être un mâle qui se sent femme. Je peux être une femelle qui se sent homme, ou une femelle qui se sent femme. Dans l'immense majorité des cas, les mâles se sentent hommes et les femelles se sentent femmes, mais en tant que scientifique, nous décrivons ce qui existe, et ce qui existe, c'est qu'il y a aussi des mâles qui se sentent femmes et des femelles qui se sentent hommes. Donc c'est bien quelque chose de différent. Deux points très importants. La première, un mâle qui se sentirait femme, une femelle qui se sentirait homme, n'a pas de problème psychologique. Ce n'est pas une maladie. La maladie, ça existe parfois, ce sont des personnes qui refusent la réalité, qui par exemple sont des mâles et refusent de croire que ce sont des mâles. Là, c'est un problème. Par contre, le mâle qui sait très bien qu'il est mâle, mais qui se sent femme psychologiquement, est quelqu'un qui n'a pas de problème psychologique. Deuxième point, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de psychologique que c'est quelque chose que l'on choisit. Le fait que nous soyons dans tel environnement, nous ayons reçu telle éducation, nous ayons telle histoire personnelle, fait que nous nous sentons hommes ou femmes, mais ce n'est pas nous qui choisissons. Il y a quelques personnes extrêmement rares qui choisissent, mais c'est extrêmement rare. L'immense majorité des personnes ne choisissent pas de se sentir homme ou femme. Ils ont subi ça de manière générale. Donc, deuxième point, parallèlement au sexe biologique, chaque individu possède un sexe psychologique. Suivant sa psychologie, chaque individu se sent femme ou homme. Pareil que pour le sexe biologique, il existe des intermédiaires, des personnes qui se sentent hommes et femmes en même temps, ou qui se sentent ni homme ni femme, ni totalement homme ni totalement femme. Ces personnes-là, on les appelle des personnes non binaires. Ça reste rare, mais ça existe. Dernier point, ça va être quelque chose qui est lié à la société. Pour comprendre ceci, je vais vous prendre l'exemple d'un chercheur français très célèbre, qui est un ethnologue, qui s'appelait Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss était un mâle qui se sentait homme, et qui, en France, avait un rôle très masculin, très clair. Cet homme-là décide d'étudier des tribus. Et donc il part dans les tribus et plutôt que simplement les étudier de l'extérieur, il décide de vivre avec eux pour comprendre leurs habitudes, leur mode de vie, leurs croyances, etc. Bref, il va vivre avec ces personnes. Il va aller dans différentes tribus. Et dans une tribu où il va être accepté et vivre avec, il se trouve que pour être considéré comme masculin, il faut savoir chasser à la sagaie.
Bien évidemment, Claude Lévi-Strauss, qui a eu une enfance en France, n'a pas appris à chasser à sa guet. Donc, lorsqu'il était dans la tribu, il n'était pas considéré comme masculin, il était considéré comme féminin. Sa place sociale était celle féminine. Mais dès que Claude Lévi-Strauss rentrait en France, il retrouvait sa place masculine. Et Claude Lévi-Strauss ne changeait pas. C'était toujours biologiquement un mâle, et dans sa tête, il se sentait toujours homme. Mais deux sociétés différentes l'ont accueilli différemment. Le rôle dans la société, la place dans la société, c'est une troisième composante, ce qu'on appelle la composante sociale, le sexe social. Et là, on parle de féminin ou masculin. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait vous montrer de personnes qui ont des rôles différents suivant les sociétés dans lesquelles on se trouve. Il y a plein de choses. Et de la même manière que pour les deux autres, il y a des intermédiaires, des personnes qui sont ni totalement masculines ni totalement féminines dans la société, ce qu'on appelle les dyadiques. Donc j'ai trois composantes. Sur mes trois composantes, j'ai à chaque fois deux possibilités. Les combinaisons possibles, il y en a donc 8, que voilà. Sur ces 8 combinaisons possibles, toutes sont observées dans la société. Alors on en a deux qui sont ultra dominantes. Nous sommes d'accord, hein, une femme femelle féminine et un mâle homme masculin sont très dominants dans la société. Mais il n'empêche que les 6 autres formes existent. Et donc en tant que scientifique, on décrit qu'elles existent et ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, rien ne nous dit que dans 30 ans, dans 100 ans, on n'aura pas un changement où ce sera l'une des 6 formes qui aujourd'hui sont minoritaires qui sera majoritaire. Autrefois, on utilisait un terme qui était le terme de genre. Lorsqu'on parlait du genre, c'était pour définir le sexe psychologique et le sexe social. On mettait les deux ensemble. Aujourd'hui, on s'est aperçu que c'est un peu plus compliqué, donc on sépare les deux. Mais on a utilisé le terme de genre pendant longtemps. Donc le genre, c'était homme ou femme. Le terme de genre, si je vous en parle, c'est que c'est encore utilisé dans un terme dont on parle peu en science, parce que maintenant on a des moyens plus subtils de faire, mais dans la vie de tous les jours qui est quand même utilisé, qui est le terme de transgenre et de cisgenre. Qu'est-ce que c'est? Si je mets mes sexes biologiques ici, mâle ou femelle, et je mets mes genres ici, homme ou femme, je vous rappelle, hein, à l'époque, il considérait qu'un homme était forcément masculin, une femme forcément féminine. Je vais avoir des personnes dont le sexe biologique et le sexe et le genre correspondent. Donc un homme mâle, une femelle femme. Ce qu'on va appeler des cisgenres. Cis, ça veut dire de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'ils sont du même côté, mâle et homme, et femelle et femme. Donc ce sont les cisgenres, la majorité de la population est cisgenre aujourd'hui. Mais si j'ai un homme qui est une femelle, ou si j'ai un mâle qui est sans femme, on va les appeler les transgenres. Donc les transgenres sont les personnes dont le sexe biologique et le sexe psychologique ne correspondent pas. Point important, ça n'a rien à voir avec les transsexuels. Les transsexuels sont des personnes qui ont changé de sexe biologique. Donc c'est un mâle qui est devenu femelle ou une femelle qui est devenue mâle. Là, ça n'a rien à voir. Les transgenres, ils n'ont pas subi d'opération, ils n'ont rien changé du tout. C'est simplement que ce sont des mâles qui se sentent femmes ou des femelles qui se sentent hommes. C'est totalement différent des transsexuels. Hein, on sépare bien les deux notions. Et je vous ai dit, donc on a vu l'exemple de Anne Gabillot-Dilleux, qui est une personne intersexe. À chaque fois, pour chaque composante de l'identité sexuelle, on a des intermédiaires. Elle a un intermédiaire qui se voit pas énormément. Il faut regarder ses gènes pour voir qu'il y a une différence. Mais on a des personnes qui ont des différences plus ou moins marquées, que ça soit au niveau du sexe biologique, au niveau du sexe psychologique ou au niveau du sexe social. Donc toutes les combinaisons possibles de sexe biologique, psychologique ou social sont observées chez l'être humain. De plus, il existe des positions intermédiaires pour chaque caractéristique. Vous enlevez le S à caractéristique, hein, c'est une erreur. On parle d'intersexe pour le sexe biologique. Donc la position intermédiaire pour le sexe biologique, c'est intersexe. Non-binaire pour le sexe psychologique. Dyadique pour le sexe social. Si vous oubliez cette partie-là, c'est pas grave. Je vous donne les termes pour au cas où vous les entendiez, que vous sachiez de quoi il en retourne. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que toutes les combinaisons de sexe biologique, psychologique et social sont observées concrètement dans une société. On a toutes les combinaisons.
même si deux combinaisons sont hyper dominantes. Dernier point pour aujourd'hui, le fait que toutes ces combinaisons, ces trois composantes, le sexe biologique, le sexe psychologique et le sexe social, on les regroupe dans une partie qui est l'identité sexuelle. Toutes ces facettes d'un individu définissent son identité sexuelle. Attention, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé actuellement, c'est l'orientation sexuelle. C'est quelque chose de différent qu'on verra en cours la semaine prochaine. Là, je ne parle que de l'identité sexuelle. C'est totalement différent. L'identité sexuelle, c'est quelque chose qui peut se voir. Le sexe biologique, si une personne se met tout nu, ça se voit. Le rôle de la société, c'est quelque chose qui se voit. Et même la partie psychologique, elle est beaucoup plus difficile à voir, mais en parlant avec la personne, on peut la sentir. Dont on va parler la semaine prochaine, l'orientation sexuelle ne se voit pas. C'est quelque chose de totalement différent. Et on en parlera un petit peu après. Ce que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'est bien évidemment de recopier ce cours. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, vous avez un contrôle sur la partie micro-organismes et santé. Je vous revois la semaine prochaine. Bonne semaine.